Nous sommes maintenant rendus au dernier chapitre du cours, qui en est le point culminant, une description du modèle standard des interactions fondamentales. Ce modèle standard a commencé par une description de l'interaction faible, donc une tentative de description de l'interaction faible à l'aide de la théorie quantique des champs. Donc nous allons commencer par une description de l'interaction faible, en particulier du fait que cette interaction brise la symétrie de parité, des premières théories qui ont été formulées pour décrire l'interaction faible, pour ensuite, dans un deuxième temps, dans la partie B, commencer la construction du modèle standard lui-même et de la théorie qu'on appelle électrofaible. Donc, l'interaction faible, quelle est sa première manifestation? Eh bien, c'est la désintégration bêta, le fait que des noyaux instables peuvent émettre des électrons et que, en même temps, ces électrons n'ont pas une énergie bien définie, mais suivent un spectre. Donc, cette figure ici illustre le spectre d'énergie des électrons qui sont émis par le radium. Ça date des années 1920. Donc, il y a un spectre caractéristique qui démontre clairement, a posteriori, que la désintégration bêta implique aussi une particule supplémentaire qui n'est pas détectée et donc qui ne fait pas partie du bilan énergétique. Particule qui, en 1930, a été appelée par Pauli le neutron, entre guillemets, comme on l'a dit dans l'introduction historique, et qui plus tard, par Fermi, va être appelé le petit neutre, donc le neutrino. La réaction fondamentale de l'interaction faible, c'est la désintégration bêta, bien sûr, et on peut l'exprimer en fonction d'un noyau qui un neutron qui se désintègre en un proton plus un électron plus un antineutrino. Donc pourquoi appelle-t-on ça un antitruino? Il y a une question de convention là-dedans. C'est aussi relié, bien sûr, à cette propriété fondamentale des réactions de particules élémentaires qu'on appelle le croisement. C'est-à-dire que quand on a une réaction dans laquelle on a des particules dans l'état initial, on pourrait tout aussi bien changer ces particules en antiparticules si on les porte dans l'état final et vice-versa. Une particule de l'état final peut devenir une antiparticule de l'état initial. Un exemple de ça, c'est ce diagramme qu'on a vu en électrodynamique qui décrit la diffusion électron-électron. Eh bien, on pourrait tout simplement prendre la ligne qui est ici et la remettre en bas, celle-ci la remettre en haut, et on aurait des flèches qui vont dans le sens contraire, diamagnétiquement, mais ça correspondrait à une diffusion entre des électrons et des anti-électrons. Et l'amplitude est essentiellement la même, sauf pour le fait qu'on a échangé les numéros 4 et 2, la forme de l'amplitude est exactement la même. Donc cette propriété de croisement fait que cette désintégration du neutron pourrait aussi être vue comme une réaction entre un neutron et un neutrino cette fois. Donc on a fait passer l'antineutrino de l'autre côté, c'est devenu un neutrino. Donc le neutrino et le neutron pourraient, en collisionnant, donner un proton et un électron, ou vice-versa. La réaction se produit, bien sûr, naturellement dans les deux sens. C'est une question d'invariance par inversion du temps. On pourrait aussi avoir, si on renverse, donc si on met ces particules finales dans l'état initial, ou l'inverse, je devrais plutôt dire, oui d'accord, si on met ces particules de l'autre côté et qu'on inverse la réaction, ce qui est toujours possible, on pourrait avoir un proton qui se désintègre en un neutron, un antiélectron et un neutrino. Donc ce processus ici n'est pas possible pour un proton libre parce que le neutrino est légèrement plus lourd, plus massif que le proton, donc la conservation d'énergie n'est pas possible pour un proton isolé, mais elle est parfaitement possible dans certains cas quand le proton est à l'intérieur d'un noyau, puisque l'énergie qui manque peut être prise dans l'énergie de liaison du noyau. Donc certains noyaux sont des émetteurs bêta+, donc vont émettre des positrons et des neutrinos. Donc cette réaction fondamentale, on a besoin d'une théorie, disons une théorie des champs pour la décrire, et cette première théorie a été élaborée, proposée par Enrico Fermi vers 1934. Et donc cette théorie de Fermi est basée sur le lagrangien d'interaction suivant. Alors dans cette expression, alors surveillez bien la notation, on a des spineurs de Dirac partout. Sauf qu'au lieu de les appeler psi,
Pour faire plus court, on leur a donné des symboles qui sont ceux des particules correspondantes. Donc on a un champ de Dirac qui décrit par exemple le proton. Donc ce champ de Dirac qui décrit le proton, on l'appelle P. Et le spinner conjugué s'appelle P bar. Celui qui décrit le neutron, on l'appelle N, et son spinner conjugué s'appelle N bar. Et le spinner qui décrit l'électron, c'est E, son conjugué c'est E bar. Et un spinner décrit le neutrino avec son conjugué nu bar, comme ceci. Donc, cet objet est un quadrivecteur parce que j'ai un spinner conjugué avec un spinner et il n'est pas nécessaire d'avoir le même spinner conjugué que... Enfin, le spinner conjugué, il n'a pas besoin d'être le conjugué du deuxième spinner pour que l'expression soit un quadrivecteur. Donc j'ai un quadrivecteur ici, j'ai mis un gamma mu avec un indice covariant, c'est simplement que j'ai appliqué, si vous voulez, un tenseur métrique covariant pour faire baisser l'indice. Donc j'aurais essentiellement pu écrire la même chose en gardant ici un gamma nu avec un indice supérieur, mais en multipliant par g mu nu, ça aurait été exactement la même chose. C'est juste une définition. Donc on a un quadrivecteur qui est formé avec les leptons, donc électrons, neutrinos, et un quadrivecteur formé par les hadrons, donc protons, neutrons. Bien sûr, tout ceci, c'est bien avant que l'on sache que le proton et le neutron sont composés de quarks. Donc, en réalité, le proton et le neutron ne sont pas des particules ponctuelles, donc l'équation de Dirac ou le champ de Dirac ne s'applique pas exactement, c'est une approximation qui est valable aux basses énergies. Donc on a cette forme, et bien sûr ce terme à lui tout seul n'est pas invariant, c'est-à-dire n'est pas réel. Il est invariant de Lorentz, mais il n'est pas réel, il faut lui ajouter son conjugué complexe. Le conjugué complexe de ceci est donné par le deuxième terme qui est ici. C'est pour ça qu'on a besoin des deux exactement. Essentiellement, quand on prend le conjugué complexe de ça, c'est comme si... Alors, faisons l'exercice. Faisons le conjugué complexe, allons dans le détail. Cette expression ici, je peux l'écrire comme E conjugué gamma 0, gamma mu, nu. J'en prends le conjugué complexe, qui est en fait un conjugué hermitien. Cette quantité est un nombre, donc conjugué hermitien, un conjugué complexe, c'est la même chose. Donc en prenant le conjugué hermitien, j'ai ça, nu dag, gamma mu dag, gamma 0 dag, mais gamma 0 dag, c'est la même chose que gamma 0, c'est déjà hermitien, et j'aurai E. Ce qui est la même chose que, là je vais insérer un double gamma 0, gamma 0, gamma 0, gamma mu, dag, gamma 0, E. Et cette quantité, donc, c'est rien d'autre que gamma mu lui-même, et ça, c'est la même chose que nu bar. Et donc, on retrouve, en fin de compte, nu bar, gamma mu, E. Donc, prendre le conjugué complexe, ça revient donc à changer l'ordre des facteurs, mettre ça ici, ça là, et changer, donc, évidemment, garder le conjugué au même endroit. Ceci est le conjugué complexe de ça, ça c'est le conjugué complexe de ça, et le tout est réel. Bon, donc cette interaction diamétratiquement produirait des vertex qui sont comme ceci. Essentiellement, on a, donc par exemple, ici j'ai un neutron qui rentre, un proton qui sort, ça correspond à ce terme ici, ce facteur, pardon, et un neutrino qui rentre et un électron qui sort. Okay, qui correspond à ça ici. Quand je prends le conjugué complexe, eh bien, c'est le contraire. C'est comme si je prenais les particules finales et que je les transformais en particules initiales et vice-versa. Donc, le vertex est accompagné d'un facteur. Alors, il y a un facteur conventionnel ici qui est de 2 radical 2. Il ne faut pas trop s'en faire, c'est des raisons historiques qu'ils mettent là. Mais il y a une constante, qu'on appelle la constante de couplage de Fermi, qui multiplie tout ça. Et cette constante, bien, elle a des unités. Elle a des unités d'une énergie à la moins 2. Pourquoi? Parce que chacun des spinners, ici, il y en a 4 dans un facteur, a les unités d'une longueur à la moins 3,5. Souvenons-nous-en, un spinner de Dirac a les unités L à la moins 3,5. Donc j'en ai 4, ça fait L à la moins 6. Si je multiplie par L4, parce que j'intègre sur l'espace-temps pour obtenir l'action, j'obtiens une expression qui a les unités de L-2. Et donc, pour que le tout soit
sans unité, parce que l'action n'a pas d'unité, il faut que la constante ici compense avec les unités de L à la 2, donc les unités d'une surface ou d'une énergie à la moins 2, ce qui est la même chose. Donc cette constante a la valeur suivante, donc c'est une valeur mesurée bien sûr de 1,16 par 10-5 gigaélectronvolts à la moins 2. Cette photo de Fermi, en passant, donc, petit détail, est célèbre parce qu'il y a dedans une erreur qui est assez intéressante. Je ne pense pas que Fermi avait voulu la faire, ou peut-être qu'il est un peu malicieux et qu'il voulait qu'on devine où est l'erreur. Eh bien, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous allez trouver certainement. Alors, la brisure de symétrie. Donc, l'interaction faible, telle que l'a décrite Fermi, est une interaction qui fait intervenir uniquement des spineurs de Dirac qui ont une composante droite et gauche. Cette interaction préserve la symétrie, exactement la symétrie de parité, c'est-à-dire la symétrie d'inversion, telle qu'on l'a vu au début du chapitre précédent. L'équation de Dirac est inchangée lorsqu'on applique cette transformation de symétrie, et l'interaction qu'on vient de décrire aussi, si on en faisait un exercice simple, on pourrait transformer chacun des spineurs par la transformation de symétrie, et on se rendrait compte que ça ne change pas le Lagrangien de l'interaction. Il est invariant par parité. Or, l'expérience nous montre malheureusement le contraire. Donc, il y a eu plusieurs indices dans les années 50 que lors des interactions faibles, surtout lorsqu'on pouvait polariser les résultats finaux, c'est-à-dire les particules finales, et mesurer le spin, que les processus ne respectaient pas l'invariance par inversion. Donc, il y a deux physiciens américains, sino-américains, donc américains d'origine chinoise, qui sont assez connus et qui sont d'ailleurs encore vivants en 2020, C.N. Yang et T.D. Lee, donc qui sont des très célèbres maintenant, ils ont eu le prix Nobel pour cette découverte, ont proposé justement que si on faisait une expérience précise, on pourrait détecter formellement cette brisure de la symétrie de parité par l'interaction faible. Et la personne qui a réalisé cette expérience, c'est Chen Chung Wu, qui était professeur à l'Université Columbia à New York, et qui, donc, on appelait toujours Madame Wu, et Madame Wu a réalisé l'expérience qui a démontré que l'inversion, la symétrie d'inversion est brisée dans les interactions faibles. Fait notable de cette époque, des années 50, Yang et Lee ont reçu le prix Nobel pour leur prédiction, mais pas Madame Wu. Par contre, elle a eu le prix Wolf. Le prix Wolf, ou Wolf si vous préférez, le prix Wolf est donné depuis 1978, c'est un prix israélien qui est considéré comme le deuxième meilleur prix scientifique après le prix Nobel, et d'ailleurs, une fraction importante de ceux qui ont reçu le prix Wolf ont reçu le prix Nobel par la suite, si vous regardez la liste. Et elle a reçu le premier prix Wolf en 1978, qui était une reconnaissance claire qu'elle aurait dû avoir le prix Nobel auparavant. Mais le prix Nobel, c'est comme un crime. On ne peut pas être accusé deux fois du même crime après avoir été acquitté une première fois, donc on ne peut pas donner deux fois le prix Nobel pour la même chose, malheureusement. Donc, quelle est cette expérience et quel est le phénomène? Donc, on observe ici la désintégration bêta du cobalt 60. Donc, cobalt 60 donne nickel 60 plus électron plus antineutrino. On ne peut pas détecter le neutrino. Enfin, pas à cette époque. Pas avec les moyens du bord, mais on détecte quand même l'électron. Bon, donc on se fait un schéma de la manière suivante. On a ici un atome de cobalt. Cet atome de cobalt, en fait, le noyau de cobalt, c'est ça qui est important, en fait. Ce noyau de cobalt a un spin. Donc, en fait, la particule même qui se désintègre, c'est un fermion, donc, bien sûr, le spin est important. Donc, on va polariser ce noyau en appliquant un champ magnétique, okay, de sorte que le spin n'est pas... On n'a pas à faire une moyenne sur les différents spins, ce qui brouille les cartes complètement, mais on a un spin dans une direction bien définie. Ça, c'est très important. Donc, on suppose que le spin, par exemple, est dans cette direction-là, et on a un certain nombre d'électrons qui vont être détectés, par exemple, dans un détecteur numéro 1 ici, et on aurait d'autres électrons qui seraient détectés dans le détecteur numéro 2. Je dis ça comme illustration, donc ça ici, ce serait leur quantité de mouvement. En principe, on pourrait les détecter dans une population de noyaux dans les deux directions, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas faire de différence,
sauf si la symétrie d'inversion est brisée. Si la symétrie d'inversion n'est pas brisée, bien sûr, on devrait avoir le même compte, le même nombre d'électrons qui vont frapper les deux détecteurs. Par contre, ce n'est plus vrai si la symétrie d'inversion est brisée. Alors, comment applique-t-on cette symétrie d'inversion ici? On a mentionné donc lors de la discussion de la parité qu'on pouvait voir la parité comme de deux manières différentes, soit comme un effet miroir, une transformation miroir, ou une inversion complète des coordonnées. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On va considérer en fait juste un effet miroir, mais je vais le présenter comme une rotation suivie d'une inversion. Okay. Donc, on prend ce schéma, on en fait une rotation de 180 degrés par rapport à l'axe qui sort de la page. Donc, le spin se retrouve de l'autre côté et j'ai inversé 1 et 2. Donc, on ne remet pas en question aussi l'invariance par rotation. Donc, bien sûr, cette situation ne devrait rien changer au décompte des particules dans les deux détecteurs. Ensuite, on procède vraiment à une inversion. Donc, une inversion totale de l'espace, ce qui veut dire que P1 ici revient à sa position initiale, P2 aussi, mais lors d'une inversion de l'espace, le spin ne change pas. Le moment cinétique ne change pas. Donc, le spin a une direction contraire. Donc, s'il y a invariance par inversion du processus, les statistiques de compte des électrons dans les deux détecteurs devraient être les mêmes dans cette situation que dans celle-ci. Et en fait, on n'a même pas besoin du deuxième détecteur. Tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'était juste un argument ici, on n'a pas besoin de ça. On se concentre sur le détecteur numéro 1. Et le nombre d'électrons détectés ici devrait être le même que dans cette situation. Bref, si je change la direction du spin, je devrais avoir le même taux de désintégration qu'avant. S'il y a invariance par inversion, si la parité est conservée. Ce que l'expérience de Mme Wu a montré, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, et les résultats de cette expérience sont résumés dans ce graphique ici. Donc, qu'est-ce que ça illustre? Bon, on a en abscisse le temps. Donc, il s'agit ici d'une mesure d'un taux de détection d'électrons dans le détecteur en fonction du temps. Ici, on a ce taux de détection qui est en fait un rapport entre le taux de détection à froid et le taux de détection à chaud. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le spin nucléaire possède un moment magnétique qui est très faible par rapport au spin électronique, parce que le magnéton de bord, avec la masse au dénominateur, etc., ça fait quelque chose qui est très petit. Et donc, pour ordonner les spins nucléaires, pour qu'ils soient vraiment alignés avec un champ magnétique qu'on peut produire en laboratoire, il faut des températures extrêmement basses. Okay? Donc, le défi de cette expérience, c'est un défi de basse température. Il faut refroidir de manière importante l'échantillon, et on le refroidit par une technique qui était nouvelle à l'époque, qui était la désaimantation magnétique adiabatique. C'est quelque chose que je n'expliquerai pas, mais qui est très, très intéressant du point de vue thermodynamique, et vous l'avez peut-être vu dans votre cours de physique statistique 1. Donc, on est parvenu à refroidir l'échantillon, mais au fur et à mesure que l'échantillon se réchauffe, eh bien, la population des spins s'équilibre, et donc il y a autant de spins qui sont parallèles au champ magnétique qu'antiparallèles au champ magnétique, parce que justement, la température est trop élevée. Mais ce que l'on observe en fonction du temps, c'est que le taux de désintégration est différent du taux à chaud. Autrement dit, il diminue dans un sens, et quand on inverse le champ magnétique, il est plus faible au départ et il augmente. Donc, idéalement, bien sûr, on pourrait avoir une brisure maximale de la symétrie, et cette espèce de débalancement de 20% ici serait plus grand encore que 20%, mais c'est une question de température, encore une fois, avec les températures qu'on pouvait atteindre à l'époque, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux, mais ça démontre clairement, parce que les statistiques sont bonnes, ça démontre clairement que les deux situations ne sont pas les mêmes. Et donc, qu'il y a brisure de la parité dans l'interaction faible. Ce qui est assez surprenant, j'ai mis Pauli ici dans la photo, parce que Pauli n'y croyait pas du tout au départ. Il avait dit essentiellement, je ne crois pas que Dieu soit gaucher, entre guillemets. Ce qu'il voulait dire essentiellement, je ne pense pas qu'il y ait une différence entre droite et gauche dans l'univers, ce serait très surprenant, mais il a dû se rallier à la fin quand il a vu les résultats de l'expérience. C'est une découverte importante, peut-être la plus importante de la physique des particules dans les années 1950.
Et Pauli est décédé en 1958, et ça s'était fait vers 1957, donc c'est tout juste avant sa mort. Et donc voilà, comment peut-on maintenant décrire cette nouvelle une théorie, disons, qui pourrait expliquer, rendre compte du fait que la désintégration bêta ou l'émission bêta viole la parité. Eh bien, c'est une théorie qu'on appelle la théorie V-A. V-A veut dire vecteur moins axial, et vous allez voir pourquoi. Cette théorie a été proposée, je pense, principalement par Richard Feynman et Murray Gell-Mann après. Alors, vous vous souvenez qu'on peut, bien sûr, avec des spinors de Dirac, comme ceux qui décrivent le neutron et le proton, définir un quadrivecteur. On peut aussi définir un pseudo-vecteur, comme on l'a vu au début du chapitre précédent. Donc, un vecteur axial, c'est-à-dire un vecteur dont la partie spatiale est un vecteur axial en 3D. Il suffit d'ajouter là-dedans une matrice gamma 5. De même pour les électrons et les neutrinos. Et je vous rappelle que cette matrice gamma 5 permet d'extraire d'un spinor de Dirac uniquement la partie droite ou la partie gauche, en fonction des spinors de Weil. Et donc cette fameuse théorie V-A, elle consiste à remplacer ce facteur dans l'interaction de Fermi par cette différence, qui est comme le vecteur moins le vecteur axial. C'est pour ça qu'on appelle V-A. Et on fait la même chose de l'autre côté ici pour les leptons. Or, si on se souvient bien, justement, on a gamma mu qui multiplie par 1 moins gamma 5. Donc on pourrait écrire ça comme gamma mu qui multiplie 1 moins gamma 5. On pourrait même utiliser un facteur 2 ici et écrire ça en fonction d'un projecteur. Et ce projecteur nous ferait ressortir, par exemple, la partie gauche du neutron et la partie gauche du neutrino. Donc c'est ce qu'on verrait ressortir. Et on aurait bien sûr besoin de rajouter le conjugué hermitien à tout cela, qui ferait apparaître ici un neutrino gauche mais conjugué, et ainsi de suite. Et donc cette forme de l'interaction, qui est modifiée l'interaction de Fermi, permet de caractériser l'interaction comme s'il n'y avait que des neutrinos gauches, par exemple. S'il n'y avait que des neutrinos gauches, eh bien, c'est la forme qu'on aurait pour l'interaction. Et effectivement, cette forme de l'interaction rend compte assez bien, du moins aux basses énergies, des sections différentielles de diffusion qu'on peut mesurer, du moins quand elles sont polarisées. Par contre, cette théorie a un défaut, un défaut important. Ce défaut important vient de la constante GF. C'est une constante qui a des unités, les unités d'une distance au carré. Donc on a mentionné précédemment à la fin du chapitre sur l'électrodynamique quantique qu'une constante de ce genre mène à une interaction ou une théorie qui est non renormalisable, donc qu'on ne peut pas traiter aux ordres supérieurs de la théorie des perturbations. Ce qui veut dire que même si on peut calculer les diagrammes qui sont illustrés ici, on ne pourrait pas, de manière raisonnable, faire des prédictions avec des diagrammes d'ordre supérieur qui pourraient, par exemple, avoir une forme comme celle-ci, avec une boucle. Ces diagrammes n'auraient pas seraient infinis, bien sûr, mais on ne pourrait pas soustraire ou gérer les infinités, les divergences de ces diagrammes avec un nombre fixe de paramètres, un nombre petit et constant de paramètres, ce qui est impossible, ce qui est la marque d'une théorie renormalisable. Bon, alors pourquoi? Voyons ça de manière un peu plus simple, d'accord? J'ai ici un argument qui démontre que la théorie n'a pas de sens au sens fondamental. Supposons qu'on considère maintenant un processus de diffusion, donc de collision électron-neutrino. On va se placer dans le référentiel du centre de masse. Donc le paramètre important dans cette collision électron-neutrino, c'est l'énergie dans le centre de masse. Ça peut être l'énergie de l'une des deux particules dans le repère du centre de masse, ou la masse invariante, si vous préférez, qui est proportionnelle à cette énergie. Donc, ce processus mène à une certaine amplitude de diffusion. Cette amplitude de diffusion, eh bien, elle est
si on se fie au diagramme qu'on a là, enfin, on va prendre un des diagrammes qui est ici, essentiellement, donc ce serait par croisement un diagramme comme ceci, mais peut-être tourné de 90 degrés pour avoir l'électron et l'antineutrino comme état initial et autre chose en état final. Bref, un diagramme qui fait intervenir un vertex, donc une puissance de GF, la constante de couplage, dans les règles de Feynman. Et l'amplitude, donc, quand on la met au carré, aurait un GF au carré. Par contre, l'amplitude est une quantité sans unité. On le voit, on peut le constater d'après, par exemple, l'expression qu'on a au chapitre 1 de la section efficace en fonction de l'amplitude et des fonctions delta associées, etc. On fait une petite analyse dimensionnelle et on se rend compte tout de suite que, généralement, l'amplitude n'a pas d'unité. D'accord? Dans la normalisation relativiste des états, elle n'a pas d'unité. Donc, si elle n'a pas d'unité, cette amplitude doit être forcément accompagnée d'un facteur énergie qui va compenser le fait qu'elle est proportionnelle à GF. Donc, la seule possibilité, la seule quantité qu'on a à notre disposition, c'est l'énergie des particules qui collisionnent dans le référentiel du centre de masse. Donc, l'amplitude doit être proportionnelle à GF fois énergie au carré, GF carré. Et dans la section efficace, c'est l'amplitude au carré qui apparaît. Et donc, la section efficace serait proportionnelle à l'énergie à la 4. Vous allez me dire pourquoi exactement c'est compréhensible. Il faut se rendre compte que la section efficace, qui a les unités de longueur au carré, va comme le carré d'amplitude. Donc, elle est proportionnelle au carré d'amplitude, n'est-ce pas? Donc, forcément, la section efficace va être proportionnelle au carré de ce truc-là, donc proportionnelle à E à la 4. Bon, eh bien, c'est absurde quand l'énergie tend vers l'infini, n'est-ce pas? Parce qu'une section efficace ne peut pas croître de manière indéfinie. Hein? C'est impossible. C'est relié à une probabilité de collision, et cette probabilité ne peut pas être plus grande que 1 à un moment donné, donc c'est impossible. Il y a des limites à la section efficace, des limites qui viennent de ce qu'on appelle l'unitarité, donc le fait que la probabilité est limitée. Et donc, même si ce qu'on vient de trouver est valable à faible énergie, et même si G peut être considéré petit, entre guillemets, ben G ne peut pas être petit s'il a des unités, il est petit en comparaison d'autre chose. Donc, quand on veut dire G petit, on veut dire que M est petit, on veut donc dire qu'il faut que cette quantité soit petite, il faut donc que l'énergie soit petite par rapport à l'inverse de G. Et comme G est de cet ordre, on ne s'inquiète pas trop, parce que c'est, bon, ça veut dire que ce serait correct à des valeurs de l'énergie qui sont petites par rapport à l'inverse de ça. Hein. Donc l'inverse de ça, c'est 10 à la 5 gigaélectronvolts, c'est énorme. Mais il reste que, en principe, ce n'est pas valable quand l'énergie tend vers l'infini. C'est donc une limite de cette théorie. C'est une théorie qui ne peut pas être fondamentale. Une théorie approximative, et le modèle standard va nous fournir une théorie qui, elle, est plus fondamentale que ça, donc qui nous permet d'éviter ces problèmes. Donc, résumons ici les propriétés les plus importantes de l'interaction faible. Donc, cette interaction affecte toutes les particules matérielles connues, c'est-à-dire tous les leptons participent, tous les quarks. Donc, dans une famille de fermions, parmi les 3 familles, toutes les particules vont interagir avec l'interaction faible. C'est juste que, bien sûr, étant faible, entre guillemets, elle passe au deuxième rang, au deuxième plan, c'est-à-dire quand on a des quarks qui interagissent entre eux, c'est l'interaction forte qui domine. Quand on a des particules chargées qui interagissent entre elles, c'est l'interaction électromagnétique qui domine. Et l'interaction faible devient la première interaction quand les neutrinos sont impliqués, parce qu'il n'y a pas d'autre interaction qui va faire interagir les neutrinos. À faible énergie, la portée des interactions est très, très courte, c'est une interaction de contact, dirait-on. Et donc, et leur intensité et les amplitudes correspondantes sont très faibles. Cependant, on verra dans le modèle standard que quand on augmente l'énergie, et c'est ce qu'on a un peu indiqué ici, cette force de l'interaction faible augmente. Elle est faible uniquement à faible énergie. Aux énergies très grandes, donc des centaines de gigaélectronvolts, elle est de force comparable à l'interaction électromagnétique, comme on va le voir. Une chose intéressante, c'est que les interactions faibles peuvent changer la saveur des quarks. On va en reparler plus loin dans le chapitre.
c'est la seule interaction qui permet de faire des transitions entre des familles. Donc un quark S qui est dans la deuxième famille peut se désintégrer en quark D de la première famille grâce à l'interaction faible. Donc cette capacité de transgresser les familles va devenir plus claire quand on parlera de la génération des masses suite au mécanisme de Higgs un peu plus tard dans le chapitre. Et bien sûr, la propriété sur laquelle on a insisté dans cette section, c'est qu'elle ne respecte pas l'invariance de parité, donc l'invariance par inversion de l'espace. Juste avant de terminer, petit retour sur Fermi. Où est l'erreur? Ici. Alpha, la constante de structure fine, est égale à E carré sur H bar C, et non pas à H bar carré sur EC. Mystère, encore une fois, est-ce que Fermi s'est juste trompé, distraction, ou a-t-il voulu planter une erreur pour qu'on la trouve? C'est probablement simplement une distraction. D'accord. Je ne veux pas me comparer à Fermi, mais ça m'arrive souvent moi aussi, donc ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc je vous remercie de votre patience.